Bien, nous allons pouvoir commencer. Voilà, nous avons la joie de recevoir ce soir Hervé Berville. Monsieur le ministre, vous étiez venu il y a 1 an ou 2, maintenant, ici à l'Institut catholique de Paris. Vous étiez à l'époque secrétaire d'État à la mer et vous aviez ainsi pu évoquer votre mission, votre charge et l'investissement passionné qui était le vôtre dans ce dossier très, très ample. Et vous vous intéressez maintenant à l'intelligence artificielle. Vous portez, je crois, une étude sur le sujet pour le gouvernement en tant que député. Et donc ce soir, nous aurons le plaisir de vous entendre sur 2 sujets qui sont devenus vraiment les vôtres, à la fois l'intelligence artificielle et la mer. Voilà, nous en sommes très heureux. Je suis très heureux de vous recevoir tous ce soir. Notre assemblée, comme pour chaque mardi de la mer, est à la fois nombreuse et passionnée par ce sujet qui, au fur et à mesure des mois, nous permet de nous réunir. Voilà, un grand merci à vous d'être présents parmi nous ce soir. Alors Hervé, suivant la tradition, je vais vous présenter ou vous représenter, puisque j'avais eu effectivement déjà le plaisir de le faire il y a 2 petites années. Hervé, vous êtes né au Rwanda en 1990, vous êtes arrivé en France dans les Côtes-d'Armor en 1994, vous faites vos études à Dinan, à Saint-Brieuc, et puis un master d'économie et finance à Sciences Po à Lille, et puis un master en économie à la London School of Economics. Vous passez 2 ans comme économiste pour l'Agence française de développement au Mozambique. Vous êtes ensuite chargé de programme à l'Institut pour l'innovation de l'Université de Stanford au Kenya, puis économiste pour l'Agence française de développement à Paris. Vous êtes élu député en 2017 dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, à Dinan. La plus belle. Vous êtes porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Vous êtes très présent à la Commission des affaires étrangères avec en particulier un rapport sur la modernisation de la politique de partenariat et de solidarité internationale et un projet de loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Réélu député des Côtes-d'Armor en juillet 2022, vous n'êtes pas connu dans le monde maritime lorsque le mois suivant, vous êtes nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la mer. Certes, au Mozambique, au sein de l'Agence française de développement, vous avez travaillé sur le sujet de la présence de la France dans les îles éparses, sur les enjeux du développement durable et la protection des océans. Certes, vous avez votre permis bateau et vous avez effectué votre premier stage de voile à l'âge de 9 ans sur le plan d'eau de 5A. Certes, économiste et breton, vous ne pouvez pas ignorer l'économie maritime. Et puis donc, comme ministre, vous vous engagez et vous portez des sujets aussi complexes que ceux de la pêche, de la protection de l'environnement marin, de l'économie bleue et des EMR, de la décarbonation du transport maritime, du dumping social et de la flotte stratégique, de la planification des espaces et de la formation maritime, de la sécurité et de la sûreté, de la gouvernance internationale de l'océan. Et puis, si ce quotidien est déjà pléthorique, vous vous préoccupez aussi d'une vision long terme et demandez à l'Institut français de la mer et à l'Académie de marine de proposer une stratégie nationale à l'horizon 2040-2050 que nous remettons fin 2024 à Agnès Pannier-Runacher et dont les principaux éléments vont être publiés dans le prochain numéro de la Revue maritime. Brillamment réélu député en juillet 2024, vous retrouvez les bancs de l'Assemblée et vous êtes chargé en mars dernier, par décret du Premier ministre, d'une mission sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le maritime. Vous nous en parlez. Merci d'être là. Vous voulez un micro debout ? Si comme ça, on va commencer comme ça. Ouais. Vous préférez que je me mette debout ou... Non. Bon, la dernière fois, j'avoue que j'étais debout. Oui. Là, on va changer les habitudes. Comme ça, la 3e fois, je me mettrai d'une manière allongée. Voilà, exactement. Ça sera plus les mardis de la mer, ce sera les confessions à l'Institut catholique Paris. Bon, merci beaucoup de votre nouvelle invitation et merci à vous toutes et à vous toutes d'être aussi présents, à la fois ici, mais aussi en ligne. Je le sais que c'est beaucoup regardé. Et après ma présence la dernière fois, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai rencontrés au cours de mes différents déplacements qui m'ont dit qu'ils avaient vu aussi ces mardis de la mer à travers YouTube et à travers le live. Moi, c'est un grand plaisir, mais sans Christian, Monseigneur,
cher Eudes, merci beaucoup de votre présence et à tous ceux qui participent à l'organisation de ces Mardis de la mer, parce que je dois vous le dire que quand je suis venu la dernière fois, je crois il y a 2 ans, pour justement essayer de développer devant vous quelle était ma vision, quelle était la vision du gouvernement sur la politique maritime, quels étaient les enjeux, à la fois en termes de protection, en termes de maritimisation, d'innovation, de coopération sur les grands enjeux de surveillance, de lutte contre l'exploitation minière des fonds marins, avec aussi la nécessité d'avoir de la coopération en haute mer avec ce traité qui a été enfin signé, la préparation du sommet des Nations Unies pour les océans. C'est à ce moment-là qu'avec mon équipe, on a vraiment tenté de développer au fond un vrai corpus intellectuel de ce que l'on faisait. Et je dois avouer, et Pierre Karliskin, qui est ici, qui a eu la malchance ou la chance, je ne sais pas, en tout cas de m'écouter plusieurs fois, a bien vu que c'est après aussi ces Mardis de la mer où j'avais essayé de théoriser un peu notre action, parce que je pense que c'est important quand on est dans l'action publique de le théoriser et de le faire savoir. Eh bien, c'est après ces Mardis de la mer où le triptyque que j'avais pu développer ici, j'ai continué à le déployer, à le développer, à essayer de donner au fond une cohérence à la fois intellectuelle, politique à l'action que nous avons déployée. Et donc, dans la droite ligne de ce que nous avions discuté ici, à la suite de la dissolution, puis du remaniement ministériel, de retour sur les bancs de l'Assemblée nationale après 2 ans et demi à la tête de ce magnifique ministère, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet sur lequel, et je ne suis pas un spécialiste, mais sur lequel, au fond, il manquait peut-être une impulsion politique et une stratégie, et surtout une réalité que nous n'avions pas encore totalement embrassée dans ce ministère, mais de manière plus générale dans tous les ministères français, c'était celui de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, d'abord, c'est un élément et un enjeu de souveraineté majeur pour l'Europe et pour la France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand le président de la République a voulu faire ce sommet sur l'IA qui a eu lieu en février, il me semble, de l'année dernière, l'un des enjeux, c'était à la fois d'avoir un cadre réglementaire, d'avoir une régulation, une réglementation française et européenne, mais surtout faire en sorte que ce ne soient pas les Américains, les Chinois qui ont le monopole à la fois des serveurs, là où on stocke aussi toutes ces données, mais aussi dans les outils de déploiement de l'intelligence artificielle. Et je vous l'avais dit ici, la mer, c'est un enjeu fondamental, et vous le savez bien mieux que moi, vous tous, parce que c'est au cœur de, pour moi, 2 grands enjeux contemporains. Un, l'enjeu de la souveraineté économique. Comment faire en sorte que nous ne soyons pas dépendants dans la fabrication de nos biens, dans le déploiement des outils numériques, dans tout simplement la capacité à décider de pour nous-mêmes tous les sujets économiques. La mer est en jeu au cœur de la souveraineté économique, puisque 80% notamment du commerce se fait à travers les voies maritimes, et que les ports sont des lieux de mondialisation et surtout aussi de compétitivité. On le voit bien. Une des premières décisions de Donald Trump, ça a été de vouloir refabriquer des navires, alors je ne sais pas s'il y arrivera, mais des porte-conteneurs en tout cas, de réavoir une vraie souveraineté sur les enjeux du transport maritime. Et c'est pour ça que vous avez vu un certain nombre d'entreprises aussi aller aux États-Unis pour discuter avec l'administration Trump. Et le deuxième grand enjeu auquel la mer est incontournable après la souveraineté économique, c'est celui de la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre ces triples crises environnementales, la lutte de la pollution, la lutte du climat, la crise des pollutions, la crise climatique et la crise de la biodiversité. Et on voit bien que si on ne met pas la mer et si on ne met pas les sujets de la souveraineté maritime au cœur de ces enjeux-là, on n'y arrivera pas, puisque 50% de la surface de la planète est couverte par l'océan. Je ne vais pas y revenir. Et en réfléchissant au fond à ce que je souhaitais faire après ces 2 années et demie à la tête de ce ministère, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui m'a manqué pour pouvoir avoir une action qui soit la plus efficace possible, et qu'est-ce qui m'a manqué pour mettre en œuvre les priorités coopération, protection, innovation, décarbonation et maritimisation, et aussi accélération des formations sur le domaine maritime. Et je vais vous donner 4 exemples qui m'ont conduit à m'intéresser encore plus au sujet de l'intelligence artificielle. Au moment,
chaque mois de décembre, au moment de la négociation des TAC et quotas de pêche à Bruxelles, à l'Union européenne, on base nos autorisations, ou en tout cas, on base les capacités de pêche de nos pêcheurs en fonction des ressources halieutiques et des données que nous avons sur ces ressources halieutiques, que ce soit sur le chinchard, que ce soit sur le thon, que ce soit bref, sur toutes les espèces. On doit avoir des éléments scientifiques qui nous disent voilà l'état de ces ressources halieutiques et donc voilà comment on va à la fois les distribuer, les allouer et quels vont être les montants, les quotas et les taxes qu'on va pouvoir faire. Bon, une grande partie du temps, il faut être honnête, et Pierre ne dira pas le contraire, il a été à la commission, au Parlement européen. Moi, j'étais très étonné que souvent les données étaient lacunaires. Non pas parce que les scientifiques ne font pas leur travail, mais tout simplement qu'entre le moment où on prend ces données, c'est en général 2 ans avant, et le moment où on décide d'allouer ces quotas en fonction de telle espèce, il y a des choses qui ont changé, encore plus avec l'impact du dérèglement climatique qui fait que les espèces migrent beaucoup plus rapidement. Et donc, je ne dirais pas qu'on travaille à l'aveugle, mais en tout cas, nous n'avons pas l'outil suffisamment précis pour avoir des TAC et quotas qui soient pleinement adaptés à la réalité de la ressource halieutique. Et ça crée de la frustration pour nos pêcheurs. Parce qu'eux nous disent, attendez, mais je ne comprends pas, vos données datent d'il y a 2 ans, mais entre-temps, moi je constate que ce que vous me dites de pêcher moins, il y en a beaucoup plus. Et ce que vous me dites de pêcher un peu plus, il y en a beaucoup moins. Et je vais vous donner un exemple. Sur l'enjeu des territoires ultramarins, en Guyane, nous avions besoin d'avoir des données précises sur l'état de la ressource pour pouvoir autoriser le renouvellement de navires de pêche. Des navires de pêche qui dataient en Guyane, dans les territoires de l'outre-mer, d'au moins 40 ans. Personne ne voudrait pêcher sur ces navires-là. L'Union européenne impose d'avoir des données à jour. Nous étions incapables de les fournir et l'Union européenne était incapable d'en avoir, ce qui fait qu'on était incapable de lancer la décarbonation du transport maritime et des navires de pêche dans les territoires ultramarins parce que nous n'avons pas ces données. Eh bien là, l'intelligence artificielle aurait dû nous aider et je confesse que c'est pas que ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais on est dans le quotidien et on n'a pas suffisamment su un peu prendre un pas de côté, de se dire, bon, là, il faut qu'on déploie un programme massif pour nous aider à avoir des données sur ces ressources halieutiques qui soient à jour. Deuxième élément, j'irai très vite, sur les aires marines protégées. On doit protéger 30% de notre zone maritime. On doit avoir 10% en zone de protection forte. Personne ne peut me dire actuellement quels sont les 30% qu'on doit protéger le plus actuellement dans notre domaine maritime, et encore moins les 10%, en Méditerranée, dans l'Atlantique, dans le Pacifique, en océan Indien. Et donc là aussi, pour préserver la biodiversité marine, nous devons utiliser ces outils. Et donc quand on fait des négociations internationales pour créer des aires marines protégées en haute mer, moi je l'ai constaté avec mes collègues chiliens, mes collègues brésiliens, mes collègues du Pacifique, bon, on navigue un peu à vue pour savoir quelles sont les zones qu'on doit le plus protéger. Bien évidemment, il y a des scientifiques qui savent à peu près là où sont les espèces les plus en danger. Mais si on veut avoir un travail de cartographie rigoureuse, on doit, là aussi, être beaucoup plus ambitieux et mettre beaucoup plus de financement public et privé pour ces aires marines protégées. Pareil pour la protection des grands fonds marins. Connaître, on sait, c'est mieux protéger. On ne connaît que 2% de ce qu'il y a dans les grands fonds marins. Et donc, tout l'enjeu qui a été le nôtre, pour le coup, dans les négociations pour faire en sorte d'avoir un moratoire contre l'exploitation minière des fonds marins, quand je suis arrivé en 2022, il n'y avait que 4 pays qui étaient contre l'exploitation minière des fonds marins. Nous sommes désormais à plus de 40 pays. Et donc, il est quasiment acté, malgré la pression de Donald Trump, que nous ne commencerons pas l'exploitation minière des fonds marins, ce qui est une très bonne chose pour préserver ces espaces qui sont remarquables et dont on connaît très peu, et dont on présume qu'elles ont un impact important sur toute la colonne d'eau, sur les ressources halieutiques, sur bien évidemment la biodiversité marine, eh bien, pour pouvoir, là aussi, être en capacité de mieux protéger, il faut mieux connaître, et donc l'intelligence artificielle est un outil majeur. C'est déjà, pour le coup, utilisé. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais lancé un programme avec France 2030 de 350 millions d'euros pour faire en sorte d'accélérer aussi le déploiement de l'intelligence artificielle et d'accélérer nos connaissances sur le sujet. Et ça a été un des éléments d'ailleurs majeurs pour convaincre un certain nombre de pays du Sud de ne pas se lancer dans l'exploitation minière des fonds marins. Parce que je leur disais, les quelques recherches que nous avons, les quelques données que nous avons pu avoir à travers notamment des outils d'intelligence artificielle montrent qu'il vaut mieux protéger cet espace, notamment pour en tirer les ressources marines génétiques, parce que vous savez qu'on peut faire beaucoup de vaccins et des avancées médicales, pharmacologiques avec ce qui s'y trouve. Et donc,
au fond, préserver pour en extraire ce qui peut servir à sauver les vies humaines, plutôt que d'aller le saccager pour avoir eh bien, des minéraux et autres matières premières qui ne sont pas utiles à la transition écologique. Et donc, l'IA, je me suis rendu compte, peut être un formidable outil pour mieux connaître, évidemment, et puis ensuite pour nous donner une crédibilité et, au fond, une influence dans la négociation internationale. Et le quatrième élément que je voulais mentionner en exemple, c'est celui des ports. Si on veut avoir des ports compétitifs, si on veut avoir une gestion, une optimisation de ces flux, et on le voit bien avec ce qui se passe à Singapour, ce qui se passe à Rotterdam, c'est à travers aussi le déploiement massif de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est fort au fond de ce retour d'expérience que je m'étais un peu fait en me disant, sur l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a des programmes, mon rapport ne visait pas du tout à réinventer la roue. Cédric Villani, qui est bien plus compétent que moi, avait fait un rapport en 2019 sur le sujet. Il y a eu un rapport de mon collègue Éric Boterel. Il y a eu un rapport aussi d'un autre collègue sur le sujet, je ne me rappelle plus de son prénom. Il y a eu le déploiement du programme OSER IA par la ministre du Numérique, Clara Chapaz. Et puis, il y a eu ce sommet sur l'IA qui a déployé un certain nombre aussi d'actions. Donc, l'idée, c'était plutôt de voir quels sont les secteurs où nous avons besoin, en priorité dans le domaine maritime, de déployer l'intelligence artificielle et quelles sont ensuite les différentes actions prioritaires pour pouvoir faire en sorte de renforcer cette souveraineté dans le domaine de l'intelligence artificielle et faire en sorte que la mer, encore plus qu'avant, soit vraiment le secteur, la filière qui permette d'atteindre cette souveraineté économique et de mieux lutter contre le dérèglement climatique. Et au fond, c'était de se dire comment l'IA peut nous aider à mieux protéger, à accélérer l'innovation et à faciliter les coopérations pour protéger ce magnifique espace et faciliter les coopérations pour là aussi avoir un domaine qui soit un domaine dans lequel les innovations, la décarbonation soient des domaines qui sont à la pointe. Et donc, j'ai eu ce rapport. Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire toutes les recommandations, non pas que je n'ai pas envie, mais que je n'ai pas encore rendu. En tout cas, je l'ai terminé, mais l'instabilité ou les changements de gouvernement font que je n'ai pas encore eu un nouvel interlocuteur au sein du ministère ou au sein de Matignon pour le rendre. Ils avaient d'autres priorités, j'en conviens, mais c'est un peu cocasse. J'ai eu 3 ministres depuis que j'ai eu l'honneur de lancer cette mission, ce rapport. 3 ministres. Je ne suis pas si vieux que ça, en moins d'1 an. Donc, ça vous dit aussi un peu l'état dans lequel nous sommes en termes aussi de cohérence des politiques publiques. Parce que depuis 1 an, du coup, mes interlocuteurs au ministère, j'en ai eu 3 différents. Et 3 ministres, forcément, 3 visions aussi de ce sujet-là. Et donc, on voit bien que l'instabilité politique crée aussi, je ne dirais pas des freins, mais en tout cas, nous empêche de nous saisir pleinement de sujets sur lesquels d'autres pays, la Norvège, les Pays-Bas, Singapour, la Chine, les États-Unis, ne nous attendent pas. Alors, et je vous prie de m'excuser d'ailleurs au passage de mon retard, mais j'étais au Parlement où on discute le budget, et donc on s'attarde un peu, j'avais des amendements, et donc petit mot de côté, mais qui ne sera pas répété, mais peut-être qu'on aurait besoin d'un peu plus d'intelligence artificielle au Parlement en ce moment pour arriver à voter un budget qui soit cohérent avec de multiples objectifs. Alors, d'abord, moi, il y avait quelque chose, parce que je me suis toujours posé la question, c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce que ça regroupe beaucoup de choses. Et vous êtes sûrement des experts plus éminents que moi sur le sujet. Je n'ai pas trouvé une définition consensuelle, mais j'aime bien celle-ci qui dit que l'intelligence artificielle est un terme qui ne dispose pas, c'est ce que je disais, d'une définition consensuelle, et qui fait référence à la capacité d'ordinateur à exhiber des comportements typiquement associés avec l'intelligence humaine, tels que l'apprentissage, la prise de décision, la mise en place de raisonnement ou la résolution de problèmes. Et les systèmes d'intelligence artificielle présentent également la caractéristique d'être fortement, et on y reviendra après, dépendants des données utilisées pour l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc on voit bien que quand on parle d'intelligence artificielle, que ce soit l'IA générative ou autre termes de ce type, on parle de beaucoup de choses. Et donc il y avait un vrai sujet aussi au début dans ce rapport à pouvoir un peu définir ou en tout cas resserrer ce que l'on entendait par intelligence artificielle. Alors la bonne chose, c'est que dans le domaine maritime, l'intelligence artificielle ne requiert pas, en tout cas
à ce stade et de ce que l'on voit des évolutions et de ce que l'on voit des besoins et des opportunités dans le secteur. On y en parlait notamment avec des acteurs comme CMA-CGM, des acteurs bien évidemment comme l'Office français de la biodiversité sur la préservation de la biodiversité marine, ou travailler avec des acteurs comme Aropa et autres acteurs portuaires. L'intelligence artificielle dans le domaine maritime ne requiert pas vraiment les technologies les plus avancées. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas un jour, mais en tout cas à ce stade, on a tous les outils en France, tout l'écosystème, les acteurs pour pouvoir le déployer assez rapidement, sans un coût mirifique pour à la fois la puissance publique et les acteurs privés, ce qui n'est pas exactement le cas d'autres domaines. Et donc ça, on peut s'en réjouir. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que j'ai pu constater que nous sommes quasiment à l'âge de pierre en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle dans quasiment tous les domaines du secteur maritime. Et c'est faire injure à personne que de dire ça. C'est une réalité par rapport à ce que l'on peut voir dans d'autres pays et dans d'autres secteurs. Et donc l'enjeu, c'est à la fois d'avoir une stratégie de filière dans la filière maritime pour entraîner le maximum de gens. C'est un peu les mêmes enjeux que la décarbonation. Il faut avoir une stratégie de décarbonation, c'est ce que j'ai essayé de lancer, et en même temps ensuite la décliner en fonction des navires, en l'occurrence pour la décarbonation du transport maritime, parce qu'un navire de pêche n'a rien à voir avec un porte-conteneur, qui n'a rien à voir avec un transport aussi de passagers pour faire la traversée de la Méditerranée. Dans l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a une nécessité, notamment, j'y reviendrai, d'avoir une base de données commune, une méta-plateforme, pour pouvoir cartographier, détecter tout ce qui se passe sur ce vaste espace qui est l'océan, parce que la caractéristique commune du secteur maritime, c'est qu'à un moment donné, il va plus ou moins sur l'eau. Donc on a la chance d'avoir cet espace commun. Mais ensuite, il faut arriver à le décliner filière par filière et accompagner des acteurs comme les acteurs de la pêche, de la conchiliculture, qui sont des acteurs qui sont pour l'instant très éloignés du déploiement de l'intelligence artificielle. Et donc, le premier secteur que nous avons identifié, c'est celui, bien évidemment, du transport maritime. Bon, on a la chance d'avoir un acteur majeur en la matière avec CMA-CGM qui déploie déjà des technologies qui sont éprouvées, qui accompagnent aussi les acteurs de la filière. Et on voit bien que l'enjeu pour le transport maritime, c'est à la fois un enjeu d'identifier les menaces, c'est un enjeu de sécurité, de détecter aussi tout ce qui peut menacer le transport maritime, parce qu'on voit bien que le transport maritime, c'est clé dans ce processus de mondialisation et de souveraineté économique. C'est aussi un enjeu d'optimisation des opérations. Et le transport maritime, en fait, plus vous optimisez les opérations, plus vous réduisez les coûts et plus vous donnez aussi de la prévisibilité à vos opérations. Et donc, plus vous réduisez les moments où vous engorgez les ports et plus vous accélérez la capacité d'avoir de l'intermodalité. Et donc l'intelligence artificielle, notamment pour le transport maritime, c'est un enjeu clé pour accélérer l'intermodalité. C'est-à-dire, on peut prévoir quand est-ce que la marchandise va arriver, et donc on peut prévoir aussi quand est-ce qu'elle va arriver à terre pour ensuite la mettre sur les rails et ensuite la mettre sur la route si nécessaire. L'intelligence artificielle dans le transport maritime, c'est un enjeu, bien évidemment, d'optimisation des routes, en fonction des données météorologiques, en fonction du trafic qui peut se passer un peu partout. Et donc là, pour le coup, ma CGM est assez en pointe, mais il y a encore un océan d'amélioration à avoir pour chaque navire, en fonction aussi de la marchandise qu'il y a à bord, une optimisation de ces opérations qui permettra de réduire les coûts, je le disais, l'engagement des ports. Et puis aussi, il y a un enjeu sur l'intelligence artificielle qui est celui de la maintenance prédictive des équipements. Un des grands enjeux pour les transporteurs, pour les acteurs, c'est quand vous mettez un bateau à quai parce que vous devez le réparer, parce que le moteur ne va pas, parce que l'impeinture a des problèmes, parce que tel maillon de la chaîne a un problème. Et donc, le caractère prédictif de ce que l'on peut faire est un élément essentiel, et on le voit bien dans un port comme à Singapour ou à Shanghai, qui permet de vraiment gagner du temps, gagner bien évidemment de l'argent pour les acteurs et gagner en prévisibilité pour tout le monde, ce qui permettra aussi aux ports de s'adapter et donc d'être bien plus efficaces et bien plus efficients dans leurs activités. Et puis, l'intelligence artificielle dans le domaine du transport maritime, c'est une meilleure coordination des acteurs de la chaîne de valeur et une traçabilité des flux. Et ça, la traçabilité des flux,
nous, c'est un élément important, notamment pour la responsabilité de ces transports maritimes. On parle de plus en plus des conteneurs qui tombent à la mer, qui sont parfois vus comme des ovnis pour ceux qui font de la course. On voit bien que sur la question des pollutions, on a besoin d'avoir, parce que le trafic international s'accentue, en tout cas il ne réduit pas, eh bien, la traçabilité des flux et donc la responsabilisation des acteurs dans ce qu'ils transportent, ça pourra être largement amélioré à travers l'intelligence artificielle. Alors les acteurs français ils sont plutôt prêts. Il y a beaucoup d'autres acteurs internationaux pour lesquels la traçabilité des flux, ce n'est pas quelque chose qu'ils mettent en haut de leur liste. Mais justement, nous, à travers l'intelligence artificielle, on peut eh bien, avoir des éléments à la fois de preuve et puis surtout en faire un outil de mise en responsabilité pour pas trop cher, efficace et surtout qui couvre une grande partie du trafic maritime, parce que c'est ça l'enjeu. Et donc je vais vous donner un exemple de ce que l'on a vu et qui pourrait être largement accompagné, déployé. Ça s'appelle MyETA, enfin ETA en bon grand français, qui est déployé par Aropa et qui permet d'avoir de la prévisibilité sur la date d'arrivée et de mise à quai de la marchandise. Ça paraît idiot, mais quand vous faites ça sur des millions de conteneurs, vous imaginez ce que ça peut engendrer en termes de gains de productivité, en termes de compétitivité et aussi en termes de réduction de l'empreinte carbone de ce transport maritime. Parce que l'un des enjeux aussi de l'IA, au-delà de la décarbonation, pour moi, ça a été de voir comment on peut réduire l'empreinte carbone. On a des objectifs dans le cadre du G7 qui est de réduire cette empreinte carbone. Ça se fera à travers une optimisation. Quand vous allez au Havre et que vous voyez une ligne de 20 porte-conteneurs qui attendent des heures, voire parfois des jours, je ne parle même pas du port d'Anvers ou du port de Shanghai. Bon, vous voyez bien que l'optimisation de la date d'arrivée des conteneurs, c'est un enjeu majeur pour lutter contre les pollutions, contre l'empreinte carbone et pour une meilleure utilisation des ressources de nos ports. Le deuxième secteur après le transport maritime qui me paraît un secteur évident et sur lequel on a vraiment là aussi un océan, voire deux océans, pardon, il n'y a qu'un seul océan, donc un océan d'amélioration, c'est celui de la pêche et de la conchyliculture. Je le disais tout à l'heure, déjà, on doit absolument déployer massivement l'IA pour optimiser la gestion des stocks. C'est inconcevable qu'à l'heure actuelle, on demande à nos pêcheurs, à très juste titre, à nos conchyliculteurs, de faire des efforts sur la ressource, de gérer leur stock de la manière la plus durable possible, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Je ne parle même pas de pays forcément très éloignés, ni même de la Chine, mais tout en n'étant pas en capacité de leur donner les éléments les plus rigoureux, ou en tout cas les plus à jour sur cet état de ressources. Et ça, en termes de politique publique, ce n'est plus acceptable, parce que maintenant, nous avons les outils qui peuvent nous aider à améliorer ceci. Et donc ça, on doit vraiment accélérer le déploiement de l'IA sur cette optimisation de la gestion des stocks, la meilleure détection des espèces pêchées, la détection des espèces qui sont menacées, et puis aussi, et ça va avec l'enjeu de durabilité, c'est d'améliorer la sélectivité des espèces. On a un grand sujet sur la question du chalut de fond, à très juste titre. Il faut arriver à avoir des techniques qui abîment le moins possible nos écosystèmes et qui nous permettent, et il faut le faire partout dans le monde, parce que si on arrête une technique de pêche et qu'on continue d'importer, comme on le fait actuellement, 80% de nos produits de la mer qui utilisent ces mêmes techniques, ça s'appelle ou de l'hypocrisie, ou tout simplement se tirer une balle dans le pied sans même avoir un impact réel sur nos écosystèmes. Et donc, il faut aller vers une meilleure sélectivité des engins de pêche, il faut le faire au niveau au moins européen, et puis à long terme au niveau international. Et donc l'intelligence artificielle nous permet d'améliorer la sélectivité des engins de pêche et d'améliorer la détection des espèces quand on pêche. Et donc un exemple très concret que nous avons vu, qu'il faut là aussi accompagner, que j'avais d'ailleurs vu dans un de mes premiers déplacements, mais là aussi un peu de frustration et de ma part, c'est que je l'ai vu, puis ensuite on est pris par plein d'autres choses, et je n'ai pas mesuré, alors je l'ai mesuré peut-être un peu trop tard, à quel point c'était essentiel pour tous nos objectifs de durabilité, de modernisation, de décarbonation, de préservation de la biodiversité. C'est un programme qui s'appelle Game of Trolls, donc la traduction, je vous la laisserai à ChatGPT. Non, n'utilisez pas ChatGPT pour la traduction de ce terme-là, ça fait beaucoup d'empreintes carbone pour pas grand-chose. Mais Trolls, c'est le chalut, donc Game of Trolls, déployé par l'Ifremer,
qui vise à réduire les prises accessoires et qui alerte s'il y a, dans le moment où le pêche, des espèces non ciblées qui sont massivement sur le trait de chalut ou le trait de pêche. Et donc, à travers en fait une détection de toutes les espèces, et l'IA est entraînée, il sait qu'il y a un certain nombre d'espèces qui n'ont pas à être pêchées et donc qui doivent être rejetées par l'engin de pêche et donc une meilleure sélectivité. Et surtout, s'il voit qu'il y a à un moment donné une zone où il y a beaucoup trop d'espèces qui ne sont pas des espèces à cibler, il y a tout de suite un engin de pêche qui s'éloigne de cette zone-là, et donc ça permet de largement réduire les captures accessoires, les captures accidentelles, on en parle avec les dauphins aussi, et donc d'améliorer la durabilité de la pêche. Ça, c'est un programme qui a montré ses effets et qu'on doit absolument massivement déployer et qui doit être la contrepartie aussi d'une modernisation de ces navires de pêche et qui doit être la contrepartie aussi d'une meilleure connaissance de ces ressources halieutiques. Et ça, je peux vous dire que c'est massif. Si on fait ça, il y a 6000 navires de pêche. Vous imaginez, si on améliore la sélectivité sur au moins les 3000 navires de pêche français, qu'on fait la même chose sur les navires allemands, belges, néerlandais, alors encore plus sur les néerlandais qui sont des plus gros navires. Bon, vous aurez un impact tout de suite sur les naissins, sur les poissons qui sont dans leur jeune phase de développement, et donc on peut très vite, en fait, la nature étant bien faite, très vite recouvrir nos écosystèmes et retrouver de la biodiversité partout dans nos océans. Le troisième sujet qui est lié, après le transport maritime, après la pêche, et alors, pardon, sur la conchyliculture, parce que je viens, je vous l'ai dit, de la plus belle circonscription des Côtes-d'Armor, la deuxième, où nous avons, au-delà du magnifique port d'Erquy, nous avons aussi toute la conchyliculture, la mytiliculture costarmoricaine. Il y a un vrai sujet qui est celui des espèces invasives. Nous avons nos producteurs de moules et d'huîtres qui sont, alors surtout de moules, qui ont été successivement envahis par les dorades et ensuite par le crabe bleu, non, ça c'est en Méditerranée, par non, pas le poulpe, ça c'est plutôt en Normandie, les araignées, pardon, voilà, les araignées. Et donc là aussi, c'est à la fois les effets du dérèglement climatique et c'est très localisé, puisque vous avez par exemple dans ma circonscription, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaîtrez maintenant, la baie de la Fresnaye, où une année vous n'aviez aucune araignée, et c'est vraiment à 5 km la baie de l'Arguenon, où vous aviez une baie remplie d'araignées. Et donc là, l'outil d'intelligence artificielle permet beaucoup plus au large de détecter quand il y a ces bancs d'araignées, mais c'est des millions parfois, hein, qui viennent et qui bouffent 90% du pieu. Et donc ça ravage absolument toutes les cultures, de détecter et de tout de suite mettre en place des systèmes justement qui permettent de lutter plus au large contre ces invasions d'araignées et ensuite d'avoir les systèmes de protection qu'on peut mettre en œuvre. À chaque fois, on s'est laissé déborder parce que nous n'avions pas les outils prédictifs et nous étions un peu aveugles pour pouvoir le faire. Et donc ça, on doit développer ça avec les comités régionaux de conchyliculture, on doit le développer avec le comité national de conchyliculture pour utiliser l'IA comme un outil de surveillance, d'intégration de toutes les données que nous avons, de l'OFB, de l'IFREMER, du comité national des pêches, du comité national de la conchyliculture, et donc d'être en capacité de mieux protéger nos cultures pluricentenaires d'huîtres et de moules. Et donc le troisième sujet après transport maritime, pêche et conchyliculture, c'est celui bien évidemment de la préservation de la biodiversité marine. Alors là, moi c'est le sujet, je ne dirais pas qui est le plus passionnant, mais sur lequel on doit vraiment investir, parce qu'on a des scientifiques qui sont prêts à le faire, on a des institutions qui sont remarquables en France, et puis surtout l'enjeu il est majeur, parce que si on ne fait rien sur l'érosion de la biodiversité, notamment marine, c'est tous les écosystèmes et toutes nos capacités d'ailleurs à avoir une véritable économie maritime qui va s'en trouver chamboulée. Et donc, c'est à la fois un sujet d'amélioration de la connaissance, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne serai pas trop long sur le sujet, mais d'amélioration de la connaissance, de surveillance, et aussi un enjeu de mieux coordonner les images satellites, les données acoustiques, les relevés biologiques. On fait de plus en plus d'ADN environnemental, il faut qu'on l'utilise aussi pour ensuite mieux cartographier les espèces. Et c'est un enjeu pour moi, au-delà de la préservation, et c'est ce que j'ai essayé d'impulser quand j'étais secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité, c'est un enjeu de restauration aussi.
Si on veut faire de la restauration de la nature, c'est une directive, c'est une loi qui a été votée par nos parlements européens et qu'on doit décliner au niveau français. La restauration de la nature, ça passe par l'identification des espèces, des zones, des milieux les plus dégradés. Pour l'instant, on est incapable de le faire à un niveau qui nous permettra à la fois d'être crédible, d'être légitime, d'écouter, d'être entendu, et de le faire avec la plus grande efficacité. Et donc, pour faire de la restauration des écosystèmes, il nous faut une meilleure cartographie, il nous faut des éléments qui combinent ce que fait l'OFB, ce que fait l'IFREMER, ce que fait le CEREMA, ce que fait la DG AMPA, ce que fait le CHOM, ce que fait Météo France. Bref, tout ça, pour l'instant, c'est en silo. Et quand, je vais vous donner un exemple, quand je suis allé en Méditerranée, où je voulais mettre en place une zone de protection forte, je demande aux scientifiques, dites-moi, alors, on peut faire des aires marines protégées pour plusieurs sujets, ou en tout cas des zones de protection, soit pour valoriser ce qui se fait bien, en disant on protège cette zone de beaucoup d'activités parce qu'elle est remarquable, parce qu'il y a des espèces qui sont endémiques, parce qu'on veut montrer la beauté de ce qu'on a. Et donc ça, c'est la valorisation dans les aires marines protégées. On peut faire aussi des aires marines protégées ou des zones de protection fortes pour, au fond, préserver et enrayer la dégradation des écosystèmes. Donc on interdit telle technique de pêche, on interdit telle activité touristique, on interdit telle activité économique, parce qu'on voit bien que ça se dégrade et donc il faut stopper cette dégradation. Et puis on peut, c'est ce que je vous disais, faire des aires marines protégées aussi pour restaurer. C'est-à-dire qu'on sait que c'est complètement dégradé, mais on a confiance, on a conscience qu'en ayant une stratégie, une politique dans ces zones-là de meilleure préservation et aussi d'intervention humaine pour régénérer la nature, régénérer l'océan, on va pouvoir restaurer ces écosystèmes. Donc entre la valorisation, la préservation et la restauration, l'intelligence artificielle, cette capacité à faire se croiser les données, elle est importante. Quand je demandais quelles étaient les zones, donc en Méditerranée, qui étaient à restaurer en priorité, on savait plus ou moins dire, mais avec toute la colonne d'eau qu'on avait, personne ne savait me donner une cartographie précise. Or, moi, si je dois aller convaincre mes collègues italiens, mes collègues espagnols de faire une zone de restauration lors du sommet de la Méditerranée, lors de l'UNOC, il faut que j'arrive à quelque chose. Et ce n'est pas du tout, encore une fois, la responsabilité des scientifiques, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment mis les moyens, notamment publics, pour pouvoir se faire croiser les données et pouvoir avoir cette cartographie-là. Et donc c'est essentiel pour avoir une politique crédible et efficace de restauration de la nature. Et je vous donne un exemple, c'est le programme Fish Predict, qui a été déployé par l'ANR et l'AFD, qui analyse des données marines de toute nature, et des données massives de toute nature, et qui permet une meilleure gestion, une préservation, et aussi de pouvoir mesurer l'impact du dérèglement climatique sur ces écosystèmes et sur ces zones. Et donc vous voyez bien que l'IA, si on veut atteindre les 30% de préservation des aires marines protégées effectives, véritables, si on veut atteindre les 10% de zones de protection fortes, si on veut mettre en œuvre l'accord sur la préservation de la biodiversité en haute mer, BBNJ, si on veut faire effectif ce moratoire contre l'exploitation minière des fonds marins, si on veut lutter contre la pollution plastique, si on veut lutter contre aussi les décharges littorales, on a besoin de données, surtout sur ce vaste espace, et on a besoin de l'intelligence artificielle et donc de faire converger toutes ces données avec une meilleure coordination. Et le dernier point, en tout cas le dernier secteur que je voulais mentionner, parce que c'est un secteur aussi la forte dimension humaine et qui est important aussi en termes de comment dirais-je, de réactivité, c'est celui du sauvetage et de la sécurité en mer. Alors, sur la question de la sécurité, ça paraît évident. Si on veut détecter les activités illégales, les pollutions de toute nature, notamment en haute mer, le croisement des données de l'AIS, des données satellites et de tous les capteurs divers est essentiel pour détecter ces menaces, détecter ces pollutions, détecter ces activités illégales. Et nous, on a commencé à le faire. J'avais demandé à ce qu'on fasse une coopération. On a signé une convention entre le Centre national spatial et le ministère de la mer pour justement utiliser les données satellites pour lutter contre la pêche illégale, notamment en Guyane. Ça a donné des effets. On a fait la même chose aussi dans d'autres territoires, notamment on veut le déployer dans le Pacifique. Donc, utiliser tout type de données
pour faire en sorte que même si un navire n'a pas d'AIS, on puisse le détecter, et surtout qu'avec l'intelligence artificielle, et notamment générative, on arrive à détecter des comportements qui sont en fait des comportements qui seront délictueux. Et donc, avec cette intelligence artificielle, sans savoir ce que fait ce bateau, on sait que les comportements sont les mêmes que les 100 bateaux qu'on a attrapés qui dégazaient en mer et qui faisaient de la pollution ou qui faisaient du trafic d'êtres humains. Et donc, on peut tout de suite avoir une intervention beaucoup plus rapide dans la lutte contre les pratiques illégales. Et donc, c'est optimiser les moyens pour la sécurité en mer et optimiser les moyens pour lutter contre toutes les formes de pollution. Et donc, lié à cet enjeu de la surveillance et de la sécurité en mer, c'est celui du sauvetage des humains, et notamment du drame qui se passe en Méditerranée ou dans la Manche. L'intelligence artificielle doit pouvoir nous aider à mieux détecter les petits bateaux qu'on ne voit pas forcément, et en fait, parce qu'on a une surveillance satellitaire, on voit que ça part, et on peut voir tout de suite que ça peut être un comportement particulièrement hasardeux dans la conduite de ce navire. Ça nous permet tout de suite d'alerter, de détecter et d'envoyer les moyens adéquats. Et donc très, très concrètement, ça peut être un drone sous-marin qui vient avec des gilets de sauvetage tout de suite à côté du navire. Parce que la difficulté qu'on a dans la Manche, c'est que quand on doit venir avec les navires un peu gros qu'on a, c'est très compliqué de venir en sauvetage. Et donc, avec à la fois des drones aériens qui pourraient partir des différentes côtes parce qu'on n'est pas très loin, et des drones sous-marins qui peuvent venir au fond, donner des jets de sauvetage ou donner des moyens de secours, on arrive à optimiser les moyens avec des moyens humains limités, bien évidemment, même si on a mis en plus de moyens dans les différents crosses, mais on n'a pas des moyens extensifs non plus, et surtout d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace dans le sauvetage. Et quand vous discutez avec les formidables équipes des différents crosses qui travaillent jour et nuit, 24 heures sur 24, pour sauver des milliers de vies chaque année, et qui sont voilà, les yeux rivés sur leur écran, qui doivent en une fraction de seconde décider ce qu'ils doivent faire. L'intelligence artificielle doit les aider à la décision, mais surtout doit les aider à être plus efficaces et plus rapides encore dans le sauvetage de ces migrants, car je ne crois pas, malheureusement, que eh bien, les vagues de pauvres gens qui prennent la mer avec souvent des enfants en très bas âge va s'arrêter de sitôt. Et donc, je crois qu'on a le devoir aussi d'essayer de mettre tous les moyens à notre disposition pour pouvoir sauver le maximum de vies. En tout cas, les équipes des crosses que j'ai pu rencontrer, avec qui on a travaillé, notamment dans le nord de la France, ils sont prêts, le réclament, et on a essayé d'enclencher en tout cas cette dynamique-là, parce que c'est ce qu'on leur doit. Ils font un travail remarquable, et donc on doit leur donner tous ces moyens. Voilà donc les différents secteurs sur lesquels je pense que l'IA, et je n'ai pas été exhaustif et je ne pourrais pas l'être, il y en a sûrement d'autres, et même dans ceux-là, il y a sûrement d'autres applications, mais sur lesquelles on peut et on doit développer de l'intelligence artificielle, avec peut-être 3 actions prioritaires. Une plateforme, une méta-plateforme qu'on pourrait appeler Data Océan, qui permet de regrouper toutes ces données qu'on a, et elles sont massives, mais elles ne se parlent pas. Et donc c'est un peu dommage, parce qu'il y a de l'intelligence à tous les bureaux, à tous les étages, mais on ne les rassemble pas pour en faire quelque chose qui puisse être utilisé, valorisé, et certains disent même parfois monétisé. Et si on a ces données-là, je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais peut-être qu'il y a des startups, peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire du transport maritime différent, peut-être des gens qui veulent, dans la pharmacie et autres, eh bien, ça peut être un objet de monétisation de cette plateforme-là pour justement après nourrir aussi des investissements publics plus importants. Je crois qu'il faut aussi qu'on ait un vrai hub IA, alors j'aime pas trop ce terme anglo-saxon, mais c'est-à-dire soit à travers le pôle mer Méditerranée, le pôle Bretagne-Atlantique, en lien avec la station F, vraiment accélérer notre capacité à former les gens dans le domaine maritime, dans toute la chaîne du secteur maritime. Ça va du conchyliculteur au pêcheur, en passant par le marin, l'opérateur dans les crosses, ou encore le scientifique ou l'agent qui travaille à l'Office français de la biodiversité sur les aires marines protégées, ou encore le gestionnaire de port qui travaille sur la digitalisation et l'optimisation eh bien, des flux logistiques. Et je me permets juste un dernier élément sur ça, donc les data océans, le hub IA dans les différents pôles d'excellence. Et moi, un élément qui me paraît vraiment essentiel, sur lequel on est encore, je trouve, trop en retard, c'est vraiment les ports. Les ports, il faut vraiment qu'on arrive à accélérer ce déploiement de l'IA.
les grands ports maritimes ne parlent pas trop. J'avais été le Premier ministre, pas le Premier ministre, mais le premier en responsabilité, ça tourne souvent, donc parfois je ne veux pas... le premier à avoir fait une réunion entre les grands ports maritimes, les ports décentralisés, les ports communaux, les ports départementaux, ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'ils ne se parlaient pas. Or, pour déployer l'éolien en mer, or pour déployer la décarbonation, or pour déployer la digitalisation, or pour déployer aussi l'enjeu de la préservation de nos zones côtières, on a besoin que tous ces ports se parlent. Et donc, je pense qu'il faudra, à travers le ministère des Transports, le ministère de la Mer, mais aussi le ministère des collectivités locales, avoir un vrai programme, une ambition sur l'utilisation de l'IA dans nos ports, parce que c'est comme ça qu'on utilisera pleinement la digitalisation, qu'on fera pleinement l'optimisation et qu'on sera compétitif par rapport à des ports qui investissent massivement. Vous allez à Singapour, vous allez en Asie du Sud-Est encore, ou encore à Rotterdam, c'est massif. Et nous, on est encore trop en retard sur ce domaine-là. Or, on a besoin des ports, parce que c'est de ces ports que partent nos pêcheurs, c'est de ces ports que partent nos marchandises, et c'est de ces ports aussi qu'on arrivera à renforcer la souveraineté de notre pays en domaine économique et maritime. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Je crois que j'étais un peu plus long que le temps qui m'était imparti. En tout cas, ça a été des mois de rencontres passionnantes, avec beaucoup d'attentes de la part des différents acteurs, mais en même temps avec la conscience dans le domaine maritime que ce n'est pas non plus la poule aux œufs d'or, ou que ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner tout de suite leurs usages, la manière dont ils travaillent. Et moi, je suis assez prudent aussi sur, je dirais pas la révolution, mais en tout cas, ce que ça peut tout de suite provoquer. Ça va provoquer des changements, des bouleversements, des ruptures, des mutations, des transformations. Mais j'ai conscience aussi qu'il y a une partie de cette conversation autour de l'IA qui peut être aussi une bulle. Alors, je ne le crois pas notamment dans le maritime, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas l'utilisation de la plus haute valeur ajoutée, mais c'est le PDG de Google qui disait il y a 2 jours encore, je crains qu'une partie de l'IA soit une bulle qui éclate un jour. Et donc, pour le coup, on a la chance d'avoir des acteurs du maritime qui sont très terre-à-terre, certains diraient très mer à mer, en tout cas qui ont conscience que tout ça doit se faire de manière coordonnée, par filière, avec l'administration publique bien évidemment, et en ayant un objectif, un but. Il ne s'agit pas d'utiliser l'IA pour utiliser l'IA. Et c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est que moi, ce que je recommande, c'est utiliser l'IA pour 3 choses. Une meilleure protection de notre espace maritime et de notre biodiversité marine, une accélération de l'innovation pour maritimiser notre économie et donc renforcer notre souveraineté, et pour faciliter les coopérations, notamment dans les luttes contre les différents trafics, dans les luttes contre les différentes pollutions, et une coopération qui permette de mettre en œuvre BBNJ ou encore le moratoire contre l'exploitation minière des fonds marins. Et donc je terminerai en disant bien évidemment, vive les mardis de la mer, vive l'intelligence artificielle, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, monsieur le ministre, cher Hervé, pour ton intervention passionnante. Juste avant qu'on puisse intervenir les uns les autres et te poser un certain nombre de questions, j'en aurais une, sans éventer les préconisations, parce que tu n'as pas encore eu le plaisir de remettre ce rapport, mais tu serais venu au premier mardi de la mer, 3 jours après, on a eu Catherine Chabot à qui ça a porté chance. Si tu avais une préconisation pour essayer de rattraper le retard français, quelle serait la grande idée, la grande dorsale, le fil rouge que tu préconiserais ? Non, le sujet, c'est d'avoir cette méta-plateforme ou cette plateforme qu'on pourrait appeler Data Océan, qui permet de regrouper avec une API. Alors, je ne sais jamais ce que ça veut dire API. C'est une interface. Enfin, c'est-à-dire quoi API c'est une interface, voilà, qui permet à chaque agent public, à chaque opérateur d'un port, etc., de pouvoir utiliser toutes ces données. Des données sur la présence de la biodiversité, sur les ressources halieutiques, sur la gestion des flux. Ce n'est pas très, très compliqué. Ça demande de faire parler les différentes administrations. Ce n'est pas une chose aisée non plus totalement. Ça demande aussi à ce que les acteurs privés fassent remonter leurs données, mais c'est vraiment d'avoir cette plateforme d'être océan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un espace maritime qui est défini, qui est l'océan. On a des zones qui sont définies, les différentes mers, les différents océans, les différentes côtes. Donc la cartographie doit être l'enjeu numéro 1.
pour ensuite pouvoir déployer des usages et ensuite mieux détecter les menaces, mieux voir les zones où il faut protéger et améliorer par exemple la gestion des flux en ce qui concerne le transport maritime. Donc la première, ce serait vraiment d'avoir cette plateforme. Et la deuxième, c'est vraiment dans le cadre de l'école service du public de la mer, qui vont former nos futurs administrateurs de la mer, d'avoir une formation dédiée sur la question de l'intelligence artificielle dans tous ses usages, notamment dans les secteurs que j'ai définis. Merci beaucoup. Alors, il y a 2 micros comme d'habitude, avec des étudiants qui vont vous les passer. Merci d'avoir la gentillesse, comme à chaque fois, de vous présenter. Mais en attendant, Hervé, Monsieur le ministre, une petite question de ma part. Est-ce qu'on ne va pas avoir beaucoup de réticence d'un certain nombre d'acteurs pour mettre en commun leurs données? Est-ce que les gens sont d'accord pour mettre leurs données en commun? Est-ce que certains ne considèrent pas que leurs données sont soit confidentielles, soit stratégiques et ne peuvent pas être ouvertes? Bien sûr, non, mais c'est la question à je ne sais pas combien de milliards de dollars ou d'euros. Mais alors, ce n'est pas forcément ce qu'on pense qui seraient les plus réticents qui le sont. J'imagine que vous pensez peut-être à la marine. Mais en fait, moi j'avais un sujet au début, je me suis dit mais comment on peut avoir une cartographie notamment des grands fonds marins alors que bon on a nos sujets de sous-marins, on a des sujets. Bon en fait c'est comme Google Street View. Google Street View, vous n'avez pas de visibilité, vous ne voyez pas ce qui se passe dans nos bases militaires. Alors vous pouvez avoir accès à la rue où vous habitez, mais vous ne pouvez pas avoir accès à la base de Toulon ou à la base de Brest ou à la base américaine. Donc là, on a des stratégies, ou en tout cas, on a des politiques qui peuvent être mises en place, et des techniques pour faire en sorte de ne pas déployer ou de ne pas montrer ce qu'on n'a pas envie qu'on montre. Ensuite, les acteurs économiques, c'est vrai qu'ils pourraient être assez réticents, mais je crois que c'est comme quand vous êtes dans une équipe, si vous ne partagez pas un peu de votre cerveau et que vous ne le mettez pas dans le pot commun, ça va être compliqué. Alors seul on avance vite, mais ensemble on avance loin. Et c'est ça qu'on essaye, en tout cas moi c'est ce que j'essaye d'impulser ou de dire aux acteurs économiques, qui ne sont pas majoritairement contre, mais de dire qu'il faut arriver à faire ce travail en commun parce que c'est la condition à la fois de notre compétitivité, mais surtout de notre souveraineté. Parce que sinon, je peux le dire très clairement, votre cerveau sera piqué par un fonds de pension américain qui viendra et qui rachètera votre entreprise et qui prendra aussi le cerveau qu'il y a avec. Et en ce qui concerne les administrations publiques, là aussi, on a un vrai sujet. Là, il faut que chacun, fasse preuve d'esprit collectif. Je n'en doute pas. Mais souvent, on se dit, oui, mais qui c'est qui va avoir le contrôle final sur cette méta-plateforme? Qui c'est qui va être l'administration qui sera en lead? Et derrière tout ça, il y a toujours des questions d'ETP, d'équivalent temps plein, de moyens, de ressources humaines. Je pense que le sujet est tellement important que ça vient après. Il faut que l'ADG en parle, l'Office français de la biodiversité, l'IFREMER. Demain, si je vous demande, et encore une fois, c'est le produit de notre inaction, hein, et je m'inclus dedans, mais si demain, je demande aux différentes institutions d'avoir une cartographie de telle aire marine protégée de différents ministères, je ne suis pas sûr que j'ai exactement la même. Et donc, c'est essentiel au moment où on monte en puissance sur ces questions d'aire marine protégée, de préservation de la biodiversité et de protection de notre espace maritime, d'avoir une convergence et d'avoir ces métadonnées avec toutes les plateformes, toutes les données qui convergent et avoir une interface qui soit compréhensible et comme on dit en bon grand breton, user-friendly. Parce que si c'est un truc que personne ne comprend, qu'il faut avoir fait un doctorat à Polytechnique et aux mines pour le faire, ce sera un peu compliqué. Oui, première question. Donc, merci de vous présenter. Une fois que le micro est allumé, vous le laissez allumer. Oui. Merci. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Merci pour votre intervention. Il me semble que vous avez été au gouvernement Borne puis Attal de juin 2022 à septembre 2024. En lien avec votre expérience de secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité et votre propos de ce soir, pouvez-vous nous détailler l'action concrète du gouvernement pendant cette période en matière de politique maritime vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Et ensuite, deuxième question, non pas que je suis en désaccord avec cette position, je suis même plutôt d'accord, mais comment vous justifiez votre opposition à l'interdiction des chalutages de fond? Essayons de... Une question courte, des réponses courtes pour qu'on ait un maximum d'échanges. Sur la dernière question, je ne me suis jamais opposé à chalutage de fond. Ça, c'est une fake news qui est relayée. Vous pourrez trouvez-moi une de mes citations où je dis que je suis opposé au chalut de fond. Jamais. Non mais, il faut être très précis, monsieur.
pendant que je parle, vous pouvez regarder sur Google. J'étais opposé à l'interdiction des arts traînants, ce qui n'est pas la même chose. Dans les arts traînants, vous avez les engins de fond, mais dans les arts traînants, vous avez aussi la drague utilisée pour les coquilles, chez nous. Vous avez aussi ce qui est utilisé pour les algues. Et donc la position de la Commission européenne, et c'est intéressant que vous le dites parce que j'ai eu l'occasion de répéter 5000 fois ce truc-là, comme quoi le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité, en général, c'est l'escalier. Et je ne dis pas que vous mentez, hein. Non, mais je dis pas que, mais c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, parce que en anglais, c'est bottom gear et bottom trolling, et donc la commission, c'était bottom gear. Et je me suis opposé, et je l'assume parfaitement, à ce qu'on n'interdise pas tous les arts traînants, parce que ça condamnait la pêche artisanale. Beaucoup de pêche artisanale se font d'ailleurs dans des aires marines protégées, parce que c'est des techniques qui étaient vues comme compatibles avec la protection de la biodiversité, comme la pêche à la coquille. La pêche à la coquille, on ne peut pas dire que ce soit de l'industrie qui ravage les fonds. Ceux qui font de la production d'algues, d'autres. Et donc c'est à ça que je me suis opposé. Jamais aux engins de fond. Donc j'espère que cette fois-ci, on ne dira pas des choses qui ne sont pas vraies. Deuxième élément, sur ce qu'on a fait sur l'intelligence artificielle. Bon, je le disais d'abord, en prélude, c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur cette question-là. C'est que malheureusement, quand vous êtes au gouvernement avec un temps limité, vous ne pouvez pas tout faire. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu ce rapport, parce que je voulais travailler, approfondir ce sujet sur lequel, je pense, on n'avait pas suffisamment eu d'action, alors qu'il peut être central dans la mise en œuvre de nos priorités. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, vous devez gérer la question des quotas, vous devez gérer la question des négociations à la COP biodiversité, vous devez gérer la question de la décarbonation, vous devez gérer la question de la lutte contre la pêche illégale, donc vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Ce qu'on a fait sur l'intelligence artificielle, on a fait, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a fait 3 choses. Sur la question de la protection, j'ai signé, ou en tout cas, on a fait une convention, un travail étroit entre le Centre national à chaque fois je dis études spatiales, mais c'est pas ça, c'est à Kourou, le CNES, voilà, le Centre national d'études spatiales, entre le CNES et le ministère de la Mer pour justement utiliser les données satellites pour lutter contre la pêche illégale. Et donc, on a notamment financé la start-up Unseal Lab qui utilise ces données satellitaires pour lutter contre les pollutions, la pêche illégale et toutes les activités qui menacent la biodiversité. Donc ça, c'est un truc très concret, c'est nous qui l'avons fait, tout ça peut se retrouver sur Internet. 2, on a déployé sur la question de la préservation des grands fonds marins ce programme France 2030 alors, à la base, c'était 350 millions d'euros, mais avec un certain nombre de réductions budgétaires, on a été plutôt à 280 millions d'euros. 280 millions d'euros pour justement accélérer bien, la protection des grands fonds marins à travers notamment des outils d'intelligence artificielle, parce que en fait, vous n'avez pas suffisamment d'humains et pas suffisamment de sous-marins qui peuvent aller à 4000, 2000, et donc l'intelligence artificielle, notamment générative, est très utile pour mieux connaître et mieux préserver. Donc, deuxième point, la question de la protection des grands fonds marins et du coup de la protection de la haute mer. Et puis, troisième élément, je l'ai effleuré tout à l'heure, c'est l'enjeu de la décarbonation. On a lancé un fonds public-privé de décarbonation de 500 millions d'euros, avec une partie qui a été financée par CMA-CGM, 200 millions d'euros, 350 millions d'euros par l'État. Et donc, dans ce fonds, pour accélérer la décarbonation et donc réduire l'empreinte carbone du secteur, il y avait le déploiement de technologies, d'outils d'optimisation de la navigation, qui réduit l'utilisation de carburant, qui utilise les meilleures routes et qui donc permettent, à travers l'IA, de décarboner et de réduire l'empreinte carbone de ce secteur. Donc voilà un peu 3 exemples, mais je pourrais en donner d'autres sur les aires marines protégées dans les territoires ultramarins, notamment au Pacifique, ou encore sur les modules de formation qu'on a pu déployer, notamment dans les lycées en Outre-mer. Merci. Une autre question ? Quentin Herter-Collignan, je suis doctorant à Paris Sciences et Lettres, Dauphine, l'ENS et l'Institut Polytechnique de Paris sur la question du droit et de l'économie de l'intelligence artificielle appliquée au secteur maritime. Je travaille notamment sur le cadre de gouvernance internationale de ces données, de l'intelligence artificielle et de la place de cette dernière afin d'inciter au partage entre acteurs privés des données maritimes. Monsieur le ministre, la question que je souhaitais vous poser ce soir est quelle peut être la place des États pour inciter au partage entre acteurs privés de ces données. Vous l'avez rappelé, elles sont indispensables pour le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Mais en ce qui concerne le cadre de gouvernance internationale des données, celui-ci semble fragmenté, séparé et quelque peu éclaté
en raison de la superposition des cadres normatifs en présence. Alors, que faire? Que voyez-vous comme amélioration du cadre de gouvernance internationale permettant d'inciter au partage des données maritimes entre acteurs privés? Je vous remercie. Si vous pouvez avoir une réponse courte, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se Ouais, et profilent. moi, malheureusement, je dois retourner à un moment donné à l'Assemblée aussi. Mais, On arrête à moins le quart, c'est possible non, comme d'habitude? Oui, on a encore pas de temps. Donc Pas on une heure, quoi, c'est juste ça. Alors, courte. Non, mais votre question dit tout de ce que nous devons faire. Alors, je n'ai pas la réponse sur comment arriver à notre objectif partagé. Je pense qu'il faut utiliser, pour le faire, il faut des objets concrets. Donc, typiquement, sur le entre gouvernements, c'est la question, on a tous signé BBNJ. Le traité BBNJ, on y est contribué, on l'a célébré à l'UNOC. Même les États-Unis et d'autres pays qui n'étaient pas forcément partants se sont mis dedans. Alors maintenant, ça va sûrement changer avec Donald Trump, ça a quand même changé, mais quoi qu'il il n'est pas encore revenu nommément sur ce sujet-là. On a un cadre qui a été agréé. On voit bien que pour avoir des aires marines protégées en haute mer et entre les différents pays, il nous faut des données qui font l'objet de la même compréhension, des données qui incluent le transport maritime, parce qu'en haute mer, il y a beaucoup de transport maritime aussi, des données qui incluent la question des grands fonds marins, la question, bien évidemment, de la pollution. Et donc, moi, je crois qu'il faut partir d'objets concrets, comme les aires marines protégées, comme les grands fonds marins, comme la question des pollutions, pour pouvoir inciter les acteurs, la décarbonation du transport maritime, pour inciter les acteurs à partager les données. Et donc, peut-être que la création de la première COP Océan, qui aura lieu l'année prochaine, sera l'occasion de mettre sur la table la question du partage des données avec cette nécessité pour les États, pour les acteurs privés, de pouvoir largement améliorer ce cadre de coopération. C'est pas gagné, parce qu'il y a beaucoup de données, comme on disait, qui sont perçues comme sensibles par les différents acteurs. Tout le monde est jaloux de son domaine en la matière, mais je crois que la COP Océan de l'année prochaine pourra être, la toute première, pourra être un des jalons vraiment importants et central dans la meilleure gouvernance de ce sujet-là. Merci. C'est vrai qu'il y a des femmes, s'il y a des filles qui posent des questions aussi, parce que je crois que je n'en ai pas vu encore. Ouais. J'y tiens. Est-ce qu'on peut donner la parole d'abord à une dame, si ça ne vous dérange pas? Non, mais allez-y. Non, elle n'a pas le micro. Elle n'a pas le micro. Bah, alors après, parce que... Allez-y. Bonsoir Monsieur le Ministre, je vous remercie pour cette conférence qui est d'une qualité tout à fait remarquable. Vous avez fait référence à la modernisation des systèmes d'information pour les navires de commerce. Actuellement, les armateurs sont en train de construire des porte-conteneurs de plus en plus gros, à l'exemple du Jacques Saadé de CMA-CGM, du Mackinney Moller de Maersk, ou même des derniers nés de la flotte de COSCO Shipping, qui sont tous capables d'emporter plus de 20 000 watts, ce qui est tout à fait considérable. Et donc, la question, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je désire savoir si les ports mettent en place des infrastructures numériques pour pouvoir identifier les navires de dernière génération qui sont de grand tonnage, afin de pouvoir justement construire des infrastructures portuaires qui permettent de faire accoster ces navires-là en s'adaptant à leurs dimensions techniques, ce qui est un enjeu de souveraineté économique pour les armateurs et les ports. Et vous avez parfaitement raison, et c'est en lien avec ce que je vous disais sur le dernier point, sur l'IA et la nécessité de travailler avec les ports. Et donc vous avez parfaitement raison. Il faut anticiper la décarbonation et donc aussi la nature et au fond la caractéristique de ces infrastructures qui vont devoir accueillir ces énormes navires avec tous les éléments digitaux qui sont dedans. Et donc c'est pour ça que la décarbonation, c'est pour ça qu'on a lancé en 2022, il me semble, aux assises, ou 2022, un fonds public privé sur la décarbonation, parce que ce n'est pas simplement un enjeu de construction de navires, ce n'est pas simplement un enjeu d'utilisation de tel ou tel carburant, c'est aussi un enjeu qui est lié aux ports et donc du coup aux infrastructures portuaires. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait cette première réunion pour faire parler tous les ports, parce qu'il y a un enjeu de planification
maritime et donc de planification des investissements portuaires. Et donc, l'enjeu que vous identifiez, c'est exactement celui que j'essaie d'identifier dans ce rapport ou dans ce que j'ai vu en disant, je vous ai dit Data Océan, un hub avec l'information, et le troisième élément, c'est vraiment celui des ports, parce que si on a en fait les navires de demain qui sont décarbonés, mais qu'on n'a pas les outils portuaires, les infrastructures portuaires, ils iront dans d'autres ports. Et ils ne s'embêteront pas, parce qu'à un moment donné, ils ont fait tous les investissements, si derrière les ports ne suivent pas, bon, il y en a d'autres qui pourront les accueillir, et puis ensuite, ce sera l'intermodalité qui fera le dernier kilomètre. Donc vous avez parfaitement raison, et c'est identifié comme tel, comme une priorité. Oui. Madame. Oui, bonsoir. Je m'appelle Alice Burget, je suis comme auditrice libre. J'ai bien compris que l'intelligence artificielle allait, ou on espérait qu'elle allait améliorer beaucoup de domaines, mais vous n'avez pas mentionné l'impact environnemental de l'IA en termes de consommation d'eau, d'émissions de gaz à effet de serre. Et je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de vouloir, par exemple, améliorer certains sujets, notamment la biodiversité, elle-même impactée par le dérèglement climatique, en utilisant des outils eux-mêmes avec un impact environnemental? Mais alors vous n'avez pas parfaitement raison, je l'ai effleuré en disant qu'il ne fallait pas utiliser ChatGPT pour traduire Game of Thrones. Parce que vous voyez, c'est complètement inutile. Je ne l'ai pas évoqué non plus, parce que je l'évoque dans la présentation un peu des éléments d'opportunité, de risque, de menace de l'IA. Là, c'était moins le sujet, parce que le sujet, ce n'était pas quel impact de l'IA sur nos écosystèmes, c'est plutôt quelle utilisation de l'IA dans le secteur maritime. Mais vous avez parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai dit qu'au début, l'IA dans le secteur maritime, ce n'était pas celle qui demandait la plus haute valeur ajoutée et donc la plus forte utilisation notamment de ressources, mais qu'il fallait être très précautionneux. Et notamment, ça plaide pour le fait d'avoir cette plateforme en commun pour éviter de déployer dans chaque ministère ou dans chaque secteur une plateforme qui génère aussi un impact sur le climat, un impact sur nos écosystèmes qui soit démultiplié. Et donc la mise en commun d'abord à travers une plateforme permet de mutualiser, en tout cas de réduire l'impact que ça peut avoir. Et donc l'enjeu, c'est en fait d'utiliser l'IA, et c'est pour ça que j'ai essayé de donner des exemples très précis. Par exemple, et je l'ai donné, pour l'engorgement des ports. Si on utilise MyETA, qui permet d'optimiser la gestion des flux, c'est pour éviter qu'on ait 30 conteneurs dans un port, mais si vous multipliez par les milliers de ports et par les milliers de jours, qui génèrent de la pollution en attendant. Et donc, il faut faire un coût bénéfice que risque ou bénéfice menace. Et clairement, cet outil-là, par exemple, MyETA dans les ports, permet, même si ça utilise des données, même si ça utilise des data centers, de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre de ces navires qui attendent parfois des jours. C'est la même chose pour l'utilisation de l'IA pour la meilleure connaissance de la biodiversité marine. C'est que si vous connaissez mieux, même si ça produit des émissions ou ça produit de la pollution par tout ce que ça génère, ça va me permettre de mieux protéger. Et on a un enjeu de lutter contre l'extinction de la biodiversité. Et je crois qu'en la matière, le jeu en vaut la chandelle. Après, il ne s'agit pas de savoir quelle est la couleur de l'aileron de tel poisson. Ce n'est pas le sujet. Si c'est ça l'application, non. Mais si c'est pour savoir si telle espèce... C'est pour ça que je vous disais que l'enjeu dans l'IA, ce n'était pas tant la valorisation des aires marines protégées qui existent, c'est la restauration. Parce que si on utilise l'IA pour de la restauration, là, on a un impact, là, on a un gain par rapport à ce que ça peut engendrer, qui est massif. Et puis, de manière plus générale, mais c'est une question plus philosophique globale, c'est que toute technologie, bien évidemment, a un coût et génère des outputs et des outcomes qu'il faut mesurer et faire un arbitrage. Quand on a eu le déploiement d'Internet, bon, Internet, ça génère aussi l'utilisation de millions d'heures d'électricité, de millions de pollution. Bon, ça a permis, en termes de démocratie, en termes de connaissances, en termes aussi d'éducation, plein de gains. Ce qui est une réalité, c'est que si on utilise l'IA simplement pour s'amuser à savoir la couleur des nageoires de tel ou tel poisson, ça n'a aucune utilité. C'est pour ça que j'ai essayé de vous donner des exemples très précis sur l'engorgement des ports, sur la restauration des écosystèmes, ou encore sur le sauvetage des êtres humains. Et je crois que, par exemple, sauver 1 ou 2 humains, si on utilise l'IA, bah, moi, j'y vais tout de suite. Parce que quand on voit que c'est un tombeau à ciel ouvert en Méditerranée ou dans la Manche, je ne dis pas que c'est l'IA qui va sauver des milliers de vies, enfin, en tout cas, qui sera le seul facteur de sauver des vies. Mais clairement, moi, j'ai pu tester avec des acteurs. En fait, c'est la question de la réactivité.
Et en fait, quand vous avez des centaines et des centaines de navires qui vont à l'eau et que vous n'arrivez pas à les détecter et que vous pouvez utiliser ces drones sous-marins pour aller envoyer tout simplement des gilets de sauvetage, bon, je crois que le jeu en vaut la chandelle, sachant que ce n'est pas une technologie là, pour le coup, d'IA qui demande beaucoup de données. C'est simplement une détection beaucoup plus rapide que l'humain. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est en fait des utilisateurs et des agents des CROSS qui travaillent depuis 20 ans sur le sujet et qui voient bien que ça pourrait les aider à sauver des vies. Mais moi, je ne suis pas un techno-BA. D'ailleurs, je suis très mauvais à l'utilisation de tous ces outils-là. Je crois que j'ai dû mettre ChatGPT tout à l'heure en venant pour, si jamais on me demandait si je l'avais, mais je ne l'utilise jamais. Voilà. Une petite précision que je donne souvent aux étudiants, l'ensemble du transport maritime qui représente près de 90% du transport mondial en volume, c'est à peu près 4% des gaz à émissions d'effet de serre. L'ensemble de tout ce qui est informatique dépasse aujourd'hui, on a plus de 5% des gaz à effet de serre. Donc ça suppose effectivement parfois de limiter. Qui veut intervenir, qui souhaite intervenir? Merci de vous présenter. Bonsoir Monsieur le Ministre, Jean-Emmanuel Frantz. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de vous citer fidèlement. L'année dernière à Concarneau, en visitant les chantiers navals Pirihou, vous avez dit vouloir faire de la France le champion du monde des technologies véliques et décarbonées. Certes, aujourd'hui, ce transport maritime vélique est anecdotique, n'est pas une alternative crédible. Toutefois, il est porteur d'un imaginaire réel qui permet de voir autrement demain et l'océan. Et ma question est, quelles ont été les mesures concrètes pour venir soutenir cette filière d'excellence? Et d'autre part, pensez-vous que l'IA est porteur aussi d'un imaginaire qui pourrait nous aider à appréhender positivement l'océan à vue de nos écrans, parce qu'on n'a pas tous fenêtre sur la mer. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. En effet, à Concarneau, vous allez voir de belles entreprises qui se déploient sur le vélique. Alors, vous avez dit, mais je ne veux pas vous citer de manière incorrecte, que ce n'était pas crédible, c'est ça? Ouais. C'est loin d'être... Moi, je crois que c'est crédible, parce qu'il y a des acteurs qui le montrent, notamment des acteurs français. Moi, j'y crois profondément. Non seulement parce que je l'ai vu se déployer sur des sujets très précis, la transatlantique pour le café, le cacao, le rhum et d'autres sujets, et parce qu'en fait c'est une nécessité aussi, vu les enjeux de lutte contre le dérèglement climatique, contre les pollutions et contre l'érosion de la biodiversité. Donc la crédibilité ne viendra aussi que de notre investissement et notre capacité à mettre en ordre de marche une filière. La chance qu'on a, c'est qu'on a des acteurs franchement français par rapport à d'autres dans le monde qui sont très volontaristes, malgré parfois les freins, et pas français nécessairement, européens. Et je sais que notre cher Pierre Calassine, qui est ici, a beaucoup travaillé pour essayer de faire comprendre à l'Union européenne, aux différentes commissions, que c'était justement pas quelque chose d'anecdotique, mais que ça faisait partie du bouquet de solutions pour la décarbonation. Et donc très concrètement, nous, on a fait signer un pacte vélique avec tous les acteurs en 2024, si je ne m'abuse. Ce pacte est très concret, c'est des éléments d'accompagnement financier, c'est des éléments d'accompagnement réglementaire, c'est la certitude que mon administration allait faire en sorte que quand il y a des acteurs véliques, ils soient audibles, ils soient vus comme crédibles et donc qu'ils soient accompagnés. Et je pouvais demander à Lisa Dumont de Winship, elle a reconnu que pour le coup, depuis 2 ans et demi, on avait essayé de porter une vraie politique qui avait des conséquences réelles en termes de sortir des navires qui sont décarbonés. Et on a porté des amendements à l'Assemblée nationale, de nouveaux amendements encore avec mon collègue notamment Jimmy Pahin, qui permet d'avoir un certain nombre d'exonérations pour ceux qui font du transport maritime. Et en gros, c'est de dire il faut taxer tout ce qui est énergie brune, plus fortement, et exonérer ou en tout cas fiscaliser de manière moindre ceux qui utilisent le transport vélique. Et donc ce sont des mesures qui sont très concrètes et on a une bataille aussi au niveau européen pour faire reconnaître ces technologies-là pour que notamment dans les plans d'investissement européens, ils aient une juste part, en tout cas une part à la hauteur de ce qu'ils représentent en termes d'outils crédibles et utiles pour la décarbonation du transport maritime. Donc en la matière,
je crois qu'on est le seul pays qui a fait ce pacte vélique, quelque chose de très concret dedans. Hein. On est le seul gouvernement qui l'avons porté aussi. Et bon, il faut que maintenant on relance le sujet, parce que la chance que j'avais, c'est que j'étais rattaché à la Première ministre, donc j'avais à la fois le transport, les ports, les navires, alors que maintenant on a un ministère des Transports qui est à côté, avec un ministère de la Mer qui est à côté, avec un ministère aussi de la Transition écologique qui est un peu à côté. Donc voilà, ça aide pas pour la coordination des différents outils. Mais moi, je donne un dernier exemple, je suis un peu trop long, mais chaque année, aux Assises de l'économie de la mer, vous pourrez en témoigner, je faisais une session dédiée avec les acteurs du maritime, de la décarbonation du maritime et du transport vélique, pour voir l'année d'avant ce que j'aurais promis, ce qu'on avait fait, quelles étaient les choses à améliorer. Et donc, en la matière, on a essayé d'avancer et on a avancé. On a juste le temps d'avoir une dernière et toute petite question. Il y a combien de questions, juste pour que je vois? Réponse. Une, encore, pas d'autres? Il faudrait que ça soit vraiment court. Allez, deux, voilà. On peut faire les deux. Parce qu'après, on a la petite conclusion. Alors, allez, c'est parti. N'éteignez pas les micros une fois que ce sont allumés. Bonjour, monsieur le ministre. Je m'appelle Jade, je suis une jeune start-upeuse dans la protection des océans et on fait aussi de la recherche avec l'intelligence artificielle. Et vous avez parlé précédemment des hubs IA. Du coup, je voulais savoir si vous pourriez... Des hubs, oui. Des hubs IA. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez parler un peu des objectifs, comment faire le lien entre les startups, les organismes, enfin les ONG, et quels allaient être les acteurs concernés par ces hubs. On te rappelle que tu as une minute. Alors, ça fait partie des choses que j'aimerais voir. Après, l'idée, c'est notamment ce que je dis au début du rapport, c'est que c'est un rapport qui a vocation à être discuté et puis que par itération. Donc, je n'ai pas l'idée précise de ce que devraient recouvrer ces hubs. En général, dans un hub, vous avez un peu de secteur public, des entreprises, des scientifiques, en effet des ONG. Et l'idée, c'est d'avoir dans le même lieu physique des gens qui sont tournés vers le même objectif, c'est-à-dire l'utilisation de l'IA, par exemple, dans un certain nombre de domaines maritimes. On pourrait très bien imaginer un hub IA ou 3 hubs IA, un au pôle Brest-Atlantique, au pôle mer Méditerranée, un autre à la station F à Paris. Et l'idée, c'est en fait faire converger tous les acteurs, voir ce qui ne va pas, notamment en Méditerranée, où là, il y a beaucoup d'enjeux sur la question des aires marines protégées. En Atlantique, c'est plutôt l'enjeu aussi de la pêche, de la conchyliculture. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pêche et de conchyliculture en Méditerranée, mais ce n'est pas le même niveau qu'en Méditerranée. Et puis, j'imagine qu'à la station F, c'est beaucoup plus la question de l'interface, de la question de l'application pour l'administration publique, pour les entreprises. Donc, je n'ai pas une idée précise, parce qu'un hub, un hub, c'est juste un endroit où tout le monde se réunit. Donc après, on en fait ce qu'on veut. Mais je serais très partant, je vais vous donner mes coordonnées, pour ensuite essayer de définir avec vous ce que vous voyez comme étant le hub le plus efficace possible et celui qui rend service à l'intérêt général, à la communauté, et qui ne soit pas vampirisé, parce que c'est ça le risque parfois de hub, c'est qu'il soit monopolisé, vampirisé par tel ou tel acteur, soit parce qu'il le finance, soit parce qu'il a le nombre d'acteurs le plus important. Et je crois que la qualité de nos pôles mer Méditerranée, de nos pôles Brest-Atlantique, c'est que justement qu'on arrive à avoir des objectifs qui sont multiples, mais en même temps à essayer de tourner vers le même objectif. Donc, je vais être très clair, je n'ai pas la solution parfaite pour chaque hub, mais je crois que ça s'invente en marchant ou en naviguant. Dernière question avec réponse tout aussi courte. Ah, ça. Bon, ça sera la dernière, mais vous pouvez peut-être après le ministre. Allez-y à vous. Donc, bonsoir, merci beaucoup pour cette prise de parole. Donc, centraliser toutes les données stratégiques de la France relatives à ces océans et à ces mers dans l'IA, n'est-ce pas un risque de cybersécurité? Non, vous avez raison, et c'est un des objets du rapport à la fin, il me semble. Oui, c'est à la fin. Sur la question de la sécurisation, je ne sais pas si c'est très français, ça. La sécurisation, ouais, c'est un mauvais anglicisme, mais la sécurisation des données et la capacité à en faire des éléments à la fois stratégiques pour les acteurs, mais en même temps qui ne permettent pas de pouvoir accéder à des données dont on ne veut pas que d'autres acteurs, notamment des acteurs étatiques ou non étatiques, aient accès. C'est la raison pour laquelle la question de la souveraineté de cette IA, notamment européenne ou française, dans toutes ses composantes, de la localisation des data centers
le logiciel qui est utilisé, à l'interface, etc., elle est essentielle. Et donc, je suis convaincu qu'on ne pourra pas pleinement embrasser l'intelligence artificielle dans le domaine maritime si on n'a pas cette méta-plateforme et ce data océan. Parce qu'en fait, on continuera à naviguer un peu à l'aveugle. Mais je suis tout autant convaincu que pour le faire, il faut que ça se fasse à travers des infrastructures françaises, européennes, en tout cas, qui ne renforcent pas nos dépendances. Parce que sinon, on lâche la proie pour l'ombre. Et donc, oui, il y a des risques, mais comme quand vous avez les services de sécurité, de renseignement qui ont des bases de données entre la DGSI et la DGSE, parfois qui sont les mêmes. Quand vous avez Interpol qui croise les données, quand vous avez... Oui, mais il faut en sorte de monter une infrastructure qui résiste aux cyberattaques. Et donc, ce qui est fait dans le domaine terrestre ou dans le domaine militaire, industriel, on peut exactement le faire dans le domaine maritime. Et donc, il faut bien mesurer les risques, les menaces. Il faut les prendre en compte et il faut adapter les infrastructures. Mais je ne crois pas qu'on puisse s'interdire ou s'empêcher ou ralentir de déployer cette plateforme parce qu'il y aurait des risques. Sinon, faites autre chose. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Merci, ce sera le mot de la fin. 30 secondes encore. « 30 secondes encore avant que de ne remercier officiellement donc notre ministre pour son intervention. Simplement pour vous rappeler, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui veulent. Ça sera au tour de l'amiral Guichard qui viendra nous parler des 400 ans qui se préparent l'année prochaine de la Marine nationale. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer l'amiral Alain Oudot-Dainville, ancien chef d'état-major de la Marine. La conclusion du président de l'Institut français de la mer. Et merci également à notre recteur pour son soutien et, je dirais, sa présence fréquente à nos mardis de la mer. Oui, merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Hervé, d'avoir pris ce petit congé par rapport à une discussion budgétaire qui fait appel à beaucoup d'intelligence artificielle, vous nous l'avez dit, et pour nous avoir rappelé que la révolution de l'intelligence artificielle dans le maritime, ce sera de la protection, de l'innovation et de la coopération des grandes valeurs du maritime. Merci.